Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, puisque l'invité, le docteur André Ullmann, est un de mes anciens mentors. Dans ma précédente entreprise qui développait des tests de dépistage pour la tuberculose, vous allez comprendre pourquoi et comment il nous a vraiment aidés à prévoir la mise sur le marché de nos dispositifs médicaux. André Ullmann est bien sûr quelqu'un de brillant, mais c'est aussi quelqu'un de profondément humain, de profondément engagé pour la vie. Et cet épisode, c'est l'histoire de son parcours et l'histoire de son combat pour sortir et développer la pilule abortive d'abord, puis la pilule du lendemain. Faut imaginer qu'on est dans un contexte après la loi Veil, donc l'avortement est légal, mais le moyen principal, c'est un avortement chirurgical, donc c'est très lourd et ça a des conséquences sur la femme. Et l'innovation d'André, en fait, permettrait par une pilule de pouvoir avoir le même résultat, à savoir un avortement. Donc il y a un réel besoin, une réelle utilité qui est partagée par des milliers de femmes et des milliers de gynécologues. Je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter toutes ces aventures, tous les obstacles qu'il a dû relever pour enfin pouvoir sortir ces deux pilules. Bonne écoute. Bonjour André. Bonjour Clément. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très content, comme je te l'ai dit. Pour ceux qui nous écoutent, André est une des premières personnes qui nous a aidés sur l'aventure d'Epilab avec la tuberculose. Absolument. Et donc c'est joie de revenir dans ce bureau, même si c'est plus pour Epilab. La première question, que j'avais envie de te poser, c'est quoi pour toi réussir ta vie avant de lancer dans ton parcours? Ça, c'est une question, je dirais, très personnelle dans sa perception. Ouais. Parce qu'on peut réussir, c'est quoi réussir sa vie? D'abord, quelle vie? C'est vrai. Moi, je pense que c'est pas simple de répondre à ces questions, parce qu'encore une fois, on peut réussir une vie professionnelle et rater une vie personnelle et inversement. Mm-hmm. Et puis, la vie a aussi tellement de composantes qui sont évidemment professionnelles, personnelles, mais il y a l'environnement, il y a la sociologie, etc. Donc, je sais pas trop ce que ça veut dire réussir sa vie. Moi, j'aurais tendance à dire c'est être capable de se regarder dans la glace sans rougir. Voilà, moi, c'est un peu ça ce que j'aurais tendance à dire. En sachant qu'on peut rougir quand même de certaines choses. Je pense pas qu'on puisse avoir une vie parfaite, mais disons en gros c'est ça, pour moi, réussir sa vie. Merci. Voilà. Est-ce que tu peux m'attendre du coup de nous raconter cette vie qui a été la tienne? Et en commençant par ton enfance, parce que je t'ai eu une scolarité un peu folle au début. Oui, alors initialement, je suis médecin de base, mais ça a été quand même ma grande profession et ma grande formation. Donc, j'ai eu une enfance heureuse, au sens que j'avais des parents qui étaient eux-mêmes médecins et qui, je dirais, vivaient dans l'aisance matérielle, il n'y avait pas de problème. Je dirais, j'ai une scolarité au lycée catastrophique, parce que j'étais pas adapté à l'enseignement secondaire tel qu'il était pratiqué en France. Mais par chance, je dirais, avec des parents qui m'ont protégé et j'ai pas été fichu dehors du système scolaire. Finalement, donc j'ai pu faire des études de médecine. Est-ce que ça veut dire que le système scolaire n'évalue pas les bonnes choses? En tout cas, à l'époque, je dirais, j'étais pas adapté. Je dirais simplement, on va appeler ça l'injustice. L'injustice, c'est que j'avais des parents qui ont pu me sauver et me rattraper. J'avais un filet de sécurité. J'aurais peut-être pas eu ces parents, je me serais retrouvé En échec scolaire et peut-être délinquant ou je dirais faire autre chose. Mais comme ça, on peut pas refaire.
Et mais donc, en fait, je me suis retrouvé à faire de la médecine. Et là, ça s'est bien passé. Et j'ai fait une spécialité de néphrologie, où j'ai été à l'hôpital Necker pendant 7 ans comme chef de clinique. Et dont je suis parti en l'année 83, essentiellement parce que à l'époque, il fallait pouvoir être nommé professeur pour pouvoir rester dans l'institution, et que je voulais pas attendre des années avant une nomination hypothétique. Ouais. Donc voilà. Et donc je suis parti et je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique. T'as fait une double thèse, je crois. Ouais. En Je suis plus de faire docteur en médecine et docteur en sciences. Et c'était quoi tes motivations à l'époque, se lever tous les jours, aller à Necker Je dirais, quand on est jeune, la motivation, c'est de faire son boulot et c'est de faire des choses intéressantes. On se projette pas tellement sur l'avenir. Quand j'étais chef de clinique, je me projetais sur un ami qui serait celui d'être nommé professeur, mais c'est pas arrivé. Et donc, finalement, j'ai laissé les choses un peu se faire. Et puis, finalement, j'ai choisi de dire, moi, je vais rentrer dans l'industrie pharmaceutique parce que j'étais intéressé par fabriquer des médicaments, et je trouvais que c'était une approche intéressante pour un médecin. D'accord. Et dans ton livre, tu racontes que tu avais une association qui récoltait des fonds à partir de la Oui, alors ça, c'est effectivement, en plus des petits soucis pendant ma carrière hospitalière universitaire. En effet, j'étais dans un laboratoire dont le patron avait un petit peu détourné de l'argent. Et je dirais qu'à l'époque, j'étais jeune et je lui avais écrit, même pas dit, écrit que j'étais pas d'accord. Et donc, je me suis fait fiche à la porte. J'ai perdu toutes mes chances de me faire nommer dans un avenir proche un poste. Bon, ça se passait il y a longtemps. J'ai eu du mal à m'en remettre, je dois dire. C'était une blessure très longue qui a mis du temps à cicatriser, mais bon. Tu le savais? Ce qu'il allait arriver, tu le savais forcément avec cette hiérarchie que... J'étais assez impulsif à l'époque. Il aurait peut-être parfait 10 ans plus tard, mais ouais, je me disais bien que si j'écrivais un courrier comme ça, très agressif, ça allait pas bien se passer. Le regret que j'ai eu, c'est que j'ai eu aucun soutien de la part de la fac. Ça a été, c'est pour ça la blessure, elle est là. Parce que si au moins j'avais un soutien, ça aurait pu changer les choses. Je ne l'ai pas eu. Oui. Mais bon. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est un fait qui est ancien et c'est fait. Est-ce que, du coup, ta relation à l'autorité de l'hôpital était saine, ou tu trouvais ça, tu trouvais que l'hôpital fonctionnait de façon saine? C'est un autre monde. À l'époque, l'hôpital, il fonctionnait, je dirais, mieux que ce que j'en entends dire maintenant. Okay. Je pense que, oui, je pense que ça fonctionnait bien, dans des conditions matérielles qui étaient excellentes, entouré de gens d'excellente qualité. Donc oui, ça fonctionnait très bien. Okay. Et donc, t'es parti chez Roussel. Donc, je suis parti chez Roussel Uclaf, en fait, parce qu'un de mes anciens chefs de clinique qui était lui-même entré, et il m'avait dit, écoute, viens, j'ai un poste pour toi si tu veux. Bon, voilà. Et ça s'est passé comme ça. Ça se passe plus comme ça, hein, il faut quand même reconnaître. Et donc, il m'a proposé un poste pour m'occuper des activités cardiovasculaires de Roussel Uclaf. L'idée étant que, comme j'étais néphrologue, je connaissais bien l'hypertension artérielle, je connaissais bien cette activité, ouais. Et donc j'étais fait pour ça. Et à ce moment-là, tu t'es pas dit, tu changeais de métier quand même, tu passais de docteur avec des patients. Oui, je changeais de métier. Alors, j'ai gardé pendant quelques années une consultation à l'hôpital, mais c'est vrai que je changeais de métier. Quelque part, je faisais un autre métier intéressant et me posais pas trop de questions à ce sujet. Je ne posais pas de questions, c'est incroyable. J'en posais. Mais j'ai gardé ça toute ma vie. J'étais médecin, donc quelque part, je me disais, faire des médicaments, c'est une autre manière de soigner les gens. Hein. Et je reste toujours convaincu que c'est vrai. Je sais, on en parlera peut-être, que l'industrie pharmaceutique n'est pas aimée, mais néanmoins, l'industrie pharmaceutique, elle a fait des produits qui ont sauvé des millions de gens. Et donc, je pense qu'il faut le voir positivement. Et à l'époque, je me disais, je vais rendre service en développant des produits cardiovasculaires nouveaux. Et c'est ce que tu as fait? C'est ce que j'ai fait, en fait, pendant quelques mois.
Et il se trouve qu'au bout de quelques mois chez Roussel-Uclaf, un soir, je l'ai raconté dans mon bouquin, j'ai été appelé par le patron. Alors là, le patron... c'était une grande, pour mettre le contexte, c'est une grande entreprise pharmaceutique française. C'était une grande entreprise pharmaceutique française. Je crois qu'à l'époque, il y avait à peu près 16 000 personnes. Donc, c'était quand même, c'était pas une petite entreprise. Et le patron, j'étais son N-4 à peu près. Et donc, j'avais aucune idée qu'ils pouvaient me connaître. C'était comme ça. Et en fait, il m'a fait venir un soir en me disant vous avez entendu parler de notre produit qui s'appelle le Héroï 486, le produit abortif. La personne qui s'en occupait, qui était là pour s'en occuper, je dirais, a des soucis de conscience, ne veut plus s'en occuper parce qu'il est contre l'interruption de grossesse. Il n'y a plus personne, mais j'ai vu votre CV et quelqu'un m'a parlé de vous. Est-ce que vous voulez le prendre? Alors, le quelqu'un qui m'avait parlé de vous s'appelait le professeur Étienne-Émile Beaulieu, puisqu'il avait été dans mon jury de thèse de sciences, et il avait fait remarquer au patron de Roussel que oui, j'avais le CV et que je pouvais le faire. Alors, ça s'est passé très vite, puisque c'était un vendredi où j'ai été appelé dans son bureau. Je veux dire, je me souviens encore, j'étais très, très, très inquiet. Pourquoi le patron m'appelle dans son bureau? Et puis, quelques mois. Ouais, après l'entreprise, hein, je sais pas, j'avais fait quelque chose. Bon. Et il me dit ça, et il me dit, ben, en plus, ça serait bien que vous preniez une décision assez rapide parce que lundi matin, nous partons au Japon. Pour justement présenter le produit. Donc j'ai réfléchi, j'ai discuté avec ma femme, etc. Puis j'ai dit, bah oui, on peut le prendre. Et donc c'est comme ça que je me suis très très vite, on m'a délesté des activités cardiovasculaires et on m'a donné la responsabilité de ce produit. Il se passe quoi dans ta tête c'est quoi les discussions que tu as avec ta femme? C'est quoi tes réflexions sur qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que j'ai une femme qui avait signé le manifeste des médecins qui avaient fait des attestations de grossesse dans les années 70. Ouais. Donc, elle n'était pas du tout opposée. On connaissait un petit peu le sujet, encore pas vraiment, mais bon. C'est quoi la norme sur cette interruption de grossesse? C'est même la loi. Ah bah, à l'époque, ça se passe en 84. La loi est passée, c'est autorisé, il n'y a pas de discussion. Je veux dire, la légalisation de l'interruption de grossesse, ça c'est fait. Okay. Mais c'est sûr que c'était, comme toujours, c'était un sujet qui était un peu controversé. Il y avait même dans notre entourage un certain nombre de gens, on en parlait, qui n'étaient pas tout à fait pour. Hein, bon. Donc, on en discute, on fait un petit conseil entre nous deux, et puis on se dit, bah allez, on y va. Et j'y vais. Voilà. Et effectivement, le lundi, je pars avec monsieur le docteur Sakis, patron de Roussel-Uclaf, au Japon pour parler de Clone. Et comment ça avance du coup, ce produit, le 486 Alors, il en était où quand tu le récupères déjà en termes de il y avait une toute petite étude qui avait été faite à Genève par un monsieur qui s'appelait Walter Herrmann, qui était un gynécologue de Genève, et qui avait montré que le produit marcherait. Et donc, Beaulieu, qui était conseiller du patron de Roussel, avait déjà fait énormément de pubs dans les journaux, de sorte qu'on parlait de ce produit, il était très connu sur le plan médiatique. Mais il y avait tout à faire. Et donc, je me suis mis, je suis relevé les manches, et puis j'ai préparé un plan de développement et mis en place un plan de développement. Pour le mettre sur le marché. Donc. Pour le mettre sur le marché. Mais effectivement, c'est ce que je raconte, c'est pas simple. Parce que Roussel-Uclaf, c'était une drôle de société. C'était une société qui fabriquait des hormones et qui fabriquait la moitié des hormones en vrac dans le monde, en particulier pour les pilules contraceptives. Mais en même temps, c'était une société qui n'aimait pas ces produits, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens de Roussel-Uclaf étaient parfaitement opposés à la contraception, je ne parle pas d'avortement, mais parfaitement opposés à l'idée de contraception, ne voulaient pas en entendre parler, de sorte que paradoxalement, par exemple, Roussel-Uclaf n'a jamais commercialisé une pilule contraceptive, je dirais, internationale. Il y en avait quelques petites, mais rien d'international. Donc c'était vraiment une société très bizarre. Ouais, mais donc, bah oui, il y avait d'autres molécules, mais je veux dire, c'était quand même un monde très particulier d'une société, encore une fois, qui ne s'aimait pas. C'était une société schizophrénique, dont en fait la moitié du personnel, la moitié du dirigeant était opposé au produit. Et en particulier, évidemment, à la pilule abortive. Alors là, n'en parlons pas. La pilule abortive, c'est la pilule du lendemain? Non, c'était mifepristone, c'était Héroï 436. D'accord, ok. Ils faisaient des avortements avec. On montrait qu'on pouvait faire des avortements. C'est pas la pilule du lendemain.
Bon, on y reviendra après. Ouais. Et donc, il a fallu faire ce plan de développement, se battre contre un certain nombre de gens qui voulaient pas en entendre parler. Il fallait avoir les budgets, il fallait Mais c'était une bataille en interne, mais pas que. essentiellement en interne. Ok. Essentiellement en interne. Les gynécologues, on a commencé en France, ils étaient emballés. Et les gynécologues à l'étranger, ils étaient emballés. Donc il y avait vraiment un énorme intérêt, une énorme demande pour des études. Les gens nous demandaient des comprimés pour faire des études, etc. C'était extrêmement intéressant. Et donc, on a réussi petit à petit à faire un plan de développement et à faire le développement du produit. Et je dirais à commencer à déposer, avoir les éléments du dossier pour déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché. Ok. Toute continuer, pour ceux qui sont novices, qu'est-ce qu'on a dans un dossier d'autorisation de demande d'autorisation sur le marché? Oui, alors on a, je dirais de toute façon, il y a trois types d'éléments globalement. Il y a tous les éléments qui concernent la fabrication. Okay. Donc, comment on le fabrique, les contrôles de qualité, d'analyse, etc. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la préclinique, c'est-à-dire des études de toxico qui permettent de montrer que chez l'animal, le produit est safe, sûr. Okay. On appelle l'effet secondaire. Voilà. Et la troisième chose, il y a des parties cliniques qui sont des études cliniques qui sont destinées à évaluer d'une part l'efficacité du produit et en particulier déterminer la meilleure dose et d'autre part de déterminer la sécurité du produit, c'est à s'assurer qu'en effet, il n'y a pas d'effet indésirable. Ça, c'est un peu la continuité. La deuxième partie, c'est la continuité de la préclinique. Tout à fait, tout est lié. Il faut que tu vérifies que tu produis la bonne chose et qu'il n'y a pas d'autres molécules qui vont intervenir. Voilà. Que ça n'a pas d'effet secondaire et que ça a l'effet escompté dans la bonne dose. Voilà, c'est ça le plan de développement. Donc, ça nécessite des dossiers, des rapports d'études. Bien plus, il faut faire les études. Donc, ça veut dire il faut avoir les produits, aller voir les gens qui vont faire l'étude, écrire les protocoles, faire l'étude, analyser les protocoles, écrire le rapport correspondant, colliger tout ça. Et ça fait des dossiers qui ont des dizaines de milliers de pages. Et c'est comme ça que ça se faisait. Alors, à l'époque, c'était des dossiers papier. Aujourd'hui, on fait des dossiers électroniques. Mais le papier, 100% papier. Tout était bon. Tout était papier. C'est fou. Okay. On n'imagine pas, hein, mais c'est comme ça. D'accord. Donc, nous avons fait ça. Et en plus, on a fait le développement non seulement en France, mais à l'étranger, et en particulier dans un pays, la Chine. Et d'ailleurs, je raconte toujours une anecdote. Nous avons décidé avec le professeur Beaulieu d'aller en Chine pour pouvoir faire les études qui nous paraissaient intéressantes. On avait été contacté par des gynécologues chinois qui avaient permis de tester le produit. Ouais. Et je me souviens que ça m'arrivait à Pékin. Alors moi, c'était la première fois que j'allais en Chine, le 14 juillet 1985. Et le professeur Beaulieu, il était tout à fait excité. Mais le 14 juillet, c'était la fête nationale française. Donc, on était obligé d'aller à l'ambassade de France où il y avait la petite fête du 14 juillet. Et donc, en fait, on arrive et Beaulieu, tout excité, veut absolument voir l'ambassadeur qui était occupé, etc. Donc, il se retrouve dans la femme de l'ambassadeur, Madame l'ambassadeur. Et il lui dit, Madame, vous savez, on va développer un produit pour l'interruption de grossesse, c'est formidable. Et la dame lui dit, monsieur le professeur, il y a longtemps que ça ne m'intéresse plus. Donc, voilà. Mais c'est comme ça. À ce temps, le voyage s'est très très bien passé et on a pu mettre aussi le programme de développement en Chine du RU 486 de la Mifeprista. Excellent. Et ok, très bien. Et la pilule abortive à ce moment-là n'existait pas du tout. Ah ben non. C'était vraiment c'était une découverte majeure. Ouais, c'est ça. De Roussel-Duclaf. Ok. Donc vous faites la demande. Alors en fait, ça s'est passé de façon un peu plus compliquée que ça, puisqu'en fait notre dossier il était prêt vers la fin de l'année 87-88, et on avait commencé à, je dirais, mettre à disposition d'un certain nombre de gynécologues en France le produit, qu'ils l'utilisent et qui nous rapportent leur expérience d'utilisation. Et j'avais voulu faire ça parce que je sentais bien que les choses allaient mal tourner du point de vue de Roussel-Duclaf et de son actionnaire majoritaire qui s'appelait Hoechst. Et en effet, il y avait un congrès qui avait lieu, je pense c'était toute fin 88 ou début 89 à Rio.
Et on avait une présentation à faire. J'avais une présentation sur tous les résultats, etc., etc. Et le jour même où je devais partir prendre l'avion, convoqué par le patron de Roussel-Uclaf, dans un bureau avec une douzaine de personnes, qui étaient les gens des senior management, on dirait. Et le patron nous dit Euxte est absolument opposé à ce produit et veut vous courtir le dossier complètement. Euxte, c'est la société allemande. La société allemande, actionnaire principal de Roussel. Ouais. Juste avant ton départ. Bien, qui fut avant mon départ. Et donc. Et alors que le produit utilisé par des gynécos. Il était déjà utilisé. Et sert la vie, sert les femmes. Complètement. Et donc, ils font un vote comme ça. Mais 12 personnes. La raison de Euxte, c'est éthique. Oui, enfin, éthique. Leur éthique à eux. Oui, leur éthique à eux. Et donc, ils votent 12 personnes, 2 contre. 10 pour dire on retire et 2 contre. Donc un produit qui est utile. Oui. Qui fait gagner de l'argent à une entreprise. Enfin, il ne faisait pas encore gagner, parce qu'il ne faisait pas encore... Qui est en train d'être commercialisé, qui a nécessité des investissements. Ah ben, on retire. Ok. André, vous dépatouillez, mais vous retirez, vous arrêtez tout. Et mais monsieur, qu'est-ce que je dis à Rio en présentant? Vous vous dépatouillez. Je pars à Rio, et je rencontre Beaulieu, et je lui dis à Beaulieu, il retire. Ok. Et là, je te dire, j'ai jamais vu une histoire comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, Beaulieu, en l'espace de 5 heures, 6 heures, a été capable de convoquer tout le congrès. Évidemment, il y avait à peu près 2000 représentants, 2000 gynécologues à 2000 mondiaux sur place. Et puis, il contacte le ministère de la Santé en France, constate le ministre, Evin. Et finalement, au bout de la journée, il y a une énorme pétition qui est signée dans le congrès. Et surtout, il arrivait suffisamment à lobbyer Evin, qui publie un arrêté en disant le RE406, c'est la propriété morale des femmes, hors des questions de le retirer. Extraordinaire. Alors que c'était la propriété qu'elle de Roussel. Oui, complètement. Ouais. Mais propriété morale des femmes, c'est resté. C'est... Et donc, en fait, Evin, il appelle donc le patron et il dit, vous remettez ce dossier tout de suite. Et donc, le dossier est remis. Et il suit son développement. Finalement, il passera en commission d'évaluation à l'agence de médicaments et il sera homologué. En sachant d'ailleurs qu'il y a une autre tentative de le retirer et qui s'est assez mal passé, puisqu'en fait, c'était au moment de l'instruction du dossier, une nuit, ils ont été dire à l'agence, non, on le retire. Et il se trouve que j'ai su ça, et alors là, j'ai rappelé Beaulieu, et Beaulieu a rappelé à ce moment-là Sakis, le patron de Roussel, en disant, tu fais pas ça, tu le laisses. Et moi, le lendemain, j'ai été convoqué par Sakis, qui m'avait confié le patron de Roussel qui t'a dit développe-le. Passé un savant, mais n'avez pas le droit de donner l'information à l'extérieur de Roussel-Uclaf, je te ferai vous virer, etc., etc. Finalement, il l'a pas fait. Et puis, les choses sont passées, le produit a été homologué. Donc voilà. Donc ça, c'est l'histoire française. C'est magnifique. Et juste, au moment où on a l'homologation, donc c'est en 89, on a l'autorisation de mise sur le marché, on l'a au même moment en Chine. C'est-à-dire qu'on a eu deux pays en même temps, France et Chine. Donc voilà l'histoire. J'ai une question sur toutes ces tentative d'arrêter ce produit. J'imagine que c'est pas simplement ça. Comment t'as vécu des gens qui viennent te dire en fait c'est immoral de faire de la pilule contre pas bien. Pas bien. Comment tu as fait ça ton pas bien parce qu'en fait je fais un certain nombre de réunions. J'ai le nom de personnes très précises en tête, mais disons Monsieur Human, notre éthique nous interdit de faire des médicaments dans l'interruption de grossesse. Quelle réunion? C'est le genre de choses que j'avais. Bon. Alors, heureusement, il y avait quelques personnes qui étaient pour. J'étais minoritaire, hein. Parce que toi, t'étais un jeune dans cette histoire-là. Ah bah oui, j'étais un gamin. J'étais d'ailleurs. En plus, c'est vrai que j'avais un lien particulier entre le patron de Roussel, donc Édouard Sakis et moi, où on était, même s'il s'est opposé, même il a voulu retirer le produit en 89, je dirais, on avait un lien particulier.
Et quelque part, je court-circuitais toute ma hiérarchie. Je veux dire, j'avais lien direct avec le patron de la boîte. Ce qui faisait que ça créait quelques jalousies. Et avant de continuer sur cette aventure qui n'est pas finie, en fait, Non. tu t'as dit que tu avais donné ce produit à des gynécologues alors qu'il n'est pas autorisé à être mis sur le marché. Oui, ça c'était dans le cadre d'essais c'était cliniques, avant. ça c'était tout à fait légal. Ça, c'est légal. Oui. Donc en fait, c'était dans le cadre d'essais cliniques. Tout ça, c'était. Et donc tu dis, c'est un essai clinique, je le fournis au gynécologue. Oui. Ok. Et en fait, pour donner des chiffres, on a récupéré des dossiers de un peu plus de 16 000 femmes qui ont servi, en particulier aussi à l'homologation. 16 000 femmes, jamais un produit n'avait eu ça au moment d'un dépôt d'AMM. C'est unique. T'as jamais le temps de, tu fais non. sur un minimum de patients et tu le déposes. Oui. Ce qui montre que le produit, il a été encore plus étudié que la plupart des médicaments qui sont sur le marché. Okay. Donc voilà l'histoire, la première partie de l'histoire. Et c'est quoi la deuxième partie alors il y a une deuxième partie qui est que, évidemment, il y avait un certain nombre de pays qui voulaient l'enregistrer, qui voulaient l'homologation. Et en fait, on était dans une histoire à l'envers. Habituellement, c'est l'industrie pharmaceutique qui recherche une autorisation de mise sur le marché. Là, on avait des agences de médicaments qui venaient nous voir en disant, mais vous déposez votre dossier, on veut absolument que vous déposiez votre dossier. On veut pouvoir proposer ce produit. Mais en fait, Roussel était absolument opposé parce que son actionnaire majoritaire était contre. Et donc, ils avaient édicté des règles qu'il fallait que ce soit demandé par le ministre de la Santé du pays, c'était des règles absurdes. Okay. Mais ce qui fait que il y a eu deux pays qui ont tout de suite joué le jeu, ça a été la Grande-Bretagne et la Suède. Ouais, on a été tout de suite homologués. Et ensuite, eux qui nous ont dit, ah non, stop, vous arrêtez, il n'y a plus rien. On ne fait plus, même si vous nous demandent, on le fait. Donc, on a arrêté. La rue 486 s'arrête. Il s'arrête, vous ne déposez plus de demande. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même assez extraordinaire. Les Chinois, autorisation de mise sur le marché. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Ils envoient un purchase order, un bon commande. Un bon commande. Ouais. Et là, branle-bas le combat chez Roussel, surtout chez eux. Mais il est hors de question de donner ou de vendre du produit en Chine. Donc on avait la MM, hors de question. Résultat, copie. La Chine a fait son produit direct, sans souci. Ils copient. Ils ont eu raison. Ouais. Ils voulaient pas. Sans souci de se faire attaquer par. De toute façon, c'était impossible de les attaquer. On faisait un refus de vente. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'était pas possible. Ok, donc les Chinois font leur propre produit et le vendent en interne. Et le troisième élément du dossier, c'est les États-Unis. Ouais, on avait beaucoup d'études qui étaient aux États-Unis. L'administration américaine, la FDA, était extrêmement intéressée par le produit. Il y avait l'organisme de recherche public, c'était le NIH, était très intéressé. Et donc, ils voulaient le produit. Les Américains qui sont quand même plutôt conservateurs à ce moment-là. Ouais, mais à l'époque, et la FDA a été très pour. Mais Höchst, pas question, on va boycotter, si vous mettez un problème, c'était un problème éthique, entre guillemets, pareil. Éthico-marketing, c'était mélangé. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Un certain Clinton est élu, cette première décision, c'est d'envoyer une lettre à Höchst en disant que déposez le dossier. Et là, Höchst ne peut pas dire non. Eh ben si, ils ont dit non. Et ils ont dit, mais dans ces conditions, on va donner les droits, donner. Ok. Ils préfèrent donner les droits que de vendre ça. À une organisation non-profit, et on veut plus en entendre parler. C'est-à-dire qu'on donne tout. Je veux dire, on fait don. C'est-à-dire, on donne le même, en plus, le know-how, l'expertise pour fabriquer, etc. C'est quand même assez particulière. Ouais. On donne tout. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a donné, Roussel a donné, on a été forcé de donner à un organisme qui s'appelle Population Council, qui a reçu le produit, et qui l'a fait fabriquer. Ils ont mis 7 ans à le fabriquer. Ils ont quand même mis du temps. Et finalement, ils ont trouvé une boîte qui l'a commercialisé aux États-Unis. Et cette fois-ci, avec profit. C'est-à-dire qu'en fait, la boîte en question, elle gagne de l'argent. Mais Roussel n'en a jamais touché, puisqu'en fait, l'idée, c'était que Roussel n'avait rien à vendre à l'affaire. Donc voilà l'histoire, et voilà ce qui s'est passé.
Donc là, à ce moment-là, c'est vendu aux États-Unis par cette... Ça a été vendu à partir de 2000. Hein. Donc on est ils ont mis 7 ans. Et ils n'ont pas été très rapides. Mais on n'a pas eu le choix. Et toi, qu'est-ce que tu fais alors à ce moment-là? Alors, moi, est-ce que tu es particulièrement proche, enfin, pourquoi c'est si important pour toi, là, l'avortement à ce moment-là? Parce que j'avais la conscience qu'on avait découvert, je dirais, une des inventions majeures dans le domaine gynéco du deuxième moitié du siècle. Hein. En ce sens que la première invention majeure, c'était la pilule régulière. Ouais. Et là, on avait une molécule qui était unique. Je veux dire, donc c'était vraiment une invention majeure. J'avais vu tous les bénéfices que ça pouvait donner en termes d'abord médical, mais également tout ce que ça recouvrait sur le plan sociologique, sur le plan politique. C'était quand même passionnant sur le plan, sur ce que ça voulait dire, etc. Et responsable de ce projet, je l'avais entraîneur du gosier, de voir que ce qu'on avait fait ne pouvait pas être valorisé non seulement dans les autres pays urbains, mais surtout en Europe et évidemment en Chine. Et donc, moi, j'étais extrêmement mécontent. Et j'étais extrêmement mécontent quand, effectivement, Hughes nous a forcé à donner les droits à Population Council, qui sont toujours d'ailleurs. J'ai que les droits d'ailleurs aux États-Unis. C'est fou. T'as jamais eu peur d'avoir des effets secondaires, que ce soit sur produits ou sur d'autres? T'as toujours eu confiance totale en ton produit? Ah bah oui, sur le plan du produit lui-même. Ouais. C'est un des produits les plus sûrs jamais vus. Donc ça, j'avais aucun doute à ce sujet. Et donc, donc il donne les droits. Et là, c'est vrai que j'ai voulu, à un moment, j'ai été voir Sakis, je lui ai dit, bah, si c'est ça, moi, je vais aller voir Population Council et je vais leur proposer de commercialiser le produit aux États-Unis. Donc, j'étais prêt à partir aux États-Unis pour commercialiser. Avec Population Council. Je pense que eux, ça a vu le coup venir et ils ont dit interdiction à Population Council de faire travailler qui que ce soit qui aurait pu travailler sur le dossier-là. Donc, j'étais barré. Donc, voilà. Est-ce que tu comprends aujourd'hui qu'est-ce qu'il y avait derrière toute cette énergie mise par Hughes pour que ce produit ne se dévoile pas? C'est une éthique très profondément ancrée qui... le patron de Hughes, c'était le copain, un copain de l'archevêque de, je crois, de Cologne, un truc comme ça. C'est religieux. C'était un problème religieux. C'est tout le problème de l'avortement, hein, je veux dire. Il y a plein de pays où c'est toujours interdit pour des raisons religieuses. Donc, je pense que uniquement ça, hein. Ça a toujours été ça. Et donc, ça nous a échappé aux États-Unis. Et là, c'est là où ça va changer un peu sur ma carrière, parce que quelque part, on pouvait plus rien faire en Europe. Moi, j'en avais par-dessus la tête. Et puis en plus, j'avais découvert qu'une indication que j'aurais aimé faire avec le RU86, c'était justement la pilule du lendemain. Parce qu'une des utilisations possibles, c'était de faire la pilule du lendemain. Donc, j'en ai parlé à Roussel, etc. Et puis, évidemment, les gens de Roussel ont dit non, on fait rien du tout, on arrête. Et là, l'idée pour moi a germé de m'intéresser plus à la pilule du lendemain, globalement. C'est-à-dire, et ce qui s'est appelé en fait la contraception d'urgence, c'est-à-dire en fait la pilule qu'on prend quand on a un rapport non protégé. J'ai trouvé ça marrant, le nom contraception d'urgence. Oui, c'est ça en fait, c'est le nom, c'est la dénomination officielle. Ouais. Et en fait, ce qui s'est trouvé, c'est que je trouvais que c'était extrêmement intéressant et je dirais, certes, on pouvait utiliser le RU490, mais il y avait peut-être d'autres molécules qu'on pouvait utiliser. En combinaison? Non, mais pas en combinaison, seul, à la place. Et donc, en fait, notamment, il y avait une étude qui était mise en place par l'OMS, qui utilisait un progestatif, une progestérone, dans cette indication et qui voulait montrer que c'était extrêmement intéressant. Et donc, moi, je vois ça et je me dis, puisque c'est comme ça, peut-être que moi, j'ai envie de monter ma boîte pour justement faire une pilule du lendemain. Une contraception d'urgence. Et c'est là que naît dans mon esprit la notion, l'idée de HR Pharma. Et donc finalement, j'en parle à Sakis qui me dit ouais, moi je peux rien faire, mais allez donc voir le patron du conseil de surveillance de Roussel, qui s'appelait Henri Monod, monsieur qui avait 25 ans de plus que moi. Le H de HRA. Et le H de HRA, et avec qui je discute, et il me dit, oui, c'est vachement intéressant. Je pars avec vous. Ok. Je le fais.
Et là, donc tu t'es dit, je pars sur ma propre boîte. Et je pars sur ma propre boîte et je décide de créer HRA Pharma. Alors, il se trouve que l'idée est née en 93-94. Et puis, en 95, j'avais encore à avoir les idées claires à ce sujet. Et en fait, je vais voir mes patrons chez Roussel en leur disant, voilà, moi j'ai cette idée, je vais me barrer. Alors là, je vais dire, pas heureux, parce qu'en fait, j'avais d'autres activités, et on s'entendait bien, hein, j'avais mes patrons directs, des gens tout à fait bien. Et finalement, ils comprennent. Et ils me disent, ok, tu montes ta boîte, quand est-ce que tu seras prêt? Je dis, moi, je vais partir en 96. Ils me disent, écoute, en 95, on te délie de toute activité chez Roussel Madoff. C'est une belle... Mais tu peux faire ce que tu veux. Évidemment, tu as ton salaire et tout. C'est un beau cadeau, ça. C'est un beau cadeau. Ouais. Donc, j'ai eu 1 an complet de cadeaux de Roussel. Je l'ai payé, mais je faisais ce que je voulais. Okay. Et sans contrepartie, en plus. Non. Je pouvais bénéficier de toutes les infrastructures. Ah ouais. Je me souviens, j'avais la voiture de fonction. J'avais tout, quoi. T'avais quel âge à ce moment-là? Écoute, c'était en 95, 80. Non, c'était en 96. En 96, j'avais 48 ans. Donc, j'étais pas jeune, pour créer une... Ouais. Et donc, je prépare, je réfléchis à tout, on discute beaucoup avec Henri de la manière de faire. Ouais. Et puis finalement, on arrive à trouver le moyen, en mettant nos propres sous, pour bien voir les choses, pour développer la société. Je dis que c'est le financier de l'équipe. Enfin, alors, ça sera lui qui va faire toute la finance, mais moi, j'étais pas mon truc. Hein. Okay. Je suis pas un financier, j'ai jamais été. Et en plus, je peux pas dire que ça m'embête un peu. Oui, c'est pas mon... Enfin, franchement, c'est pas ma tasse de thé. Et donc, Henri, il était très content, il s'occupait de ça. Et donc, le 1er avril 1996, je quitte Roussel et Claf, je me souviens très bien. Je suis arrivé, je suis allé chez Roussel, j'ai donné les clés de ma voiture, et je suis parti en métro. et après, ça a commencé à être sérieux, parce qu'en fait, là, j'étais sans filet. Hein. Et donc, là, tu deviens un peu réellement entrepreneur. Tout. J'ai lagué par terre. Hein. J'ai fait tout. Je me suis installé dans ma maison à Paris, dans mon bureau. Ouais. Je faisais tout, c'est-à-dire écrire les protocoles, chercher les produits, tout. Pas Internet à l'époque. Ah non, il commençait à y avoir Internet. Ouais, Et il y avait quand même l'informatique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que je dis toujours, j'aurais jamais pu réussir à faire HRA s'il n'y avait pas eu déjà tableau Excel, etc. Il y avait déjà. D'accord. Et Internet commençait juste. Mais juste. Et donc, on démarre la société. Et en fait, finalement, pour la faire brève, la société, donc on se dit, ERU 486, on va pas y toucher. Ouais. Mais il y avait donc cette étude de l'OMS qui montrait que une molécule qui s'appelle lévonorgestrel serait un très bon contraceptif d'urgence, etc. Et quand moi je vois ça, je me dis, mais c'est évident que c'est ça qu'il faut faire, mais on s'est précipité pour développer une pilule, ça a trouvé un fabricant, trouvé le produit, et le mettre sur le marché. On a déposé un dossier en 1998. Donc de 96 à 98, ça a été difficile. En 98 aussi. T'expliques que c'est une période difficile de ta vie? C'est une période difficile parce que j'avais 0 salaire, je vivais sur mes réserves. Puis en fait, un peu sérieux, ça a très bien marché, mais rien ne disait que ça allait pas se casser la gueule, qu'on n'allait pas avoir de la concurrence, qu'on allait. Et puis finalement, on dépose notre dossier fin 98. Et l'agence pour la première contraception d'urgence. Ouais. Et l'agence nous dit, oui, s'il est acceptable votre dossier. Mais là, je fais un truc qui va nous retarder, à ce sens que l'intérêt de la pilule du lendemain, c'est de la prendre le plus vite possible. Et donc, en fait, initialement, il fallait aller demander un rendez-vous à son gynécologue, avoir un rendez-vous qui prescrive la pilule du lendemain, et à ce moment-là, la prendre. Ouais. Au mieux du mieux, 8-10 jours avant d'avoir le rendez-vous et la prescription, qui fait toute la fenêtre d'intérêt de la prescription. C'est fini, puisqu'en fait, c'est 36 heures. Donc, t'es un peu embêté là-dessus. Et donc, je décide d'aller voir un certain nombre de gens que je connaissais, en particulier le directeur général de la santé, il s'appelait Joël Ménard, qui avait été mon patron.
Okay. Et je lui raconte l'histoire. Ton patron dans les autres hôpitaux. Ouais. Je raconte l'histoire. Je lui dis, écoute, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Il faudrait que le produit il puisse être délisté, c'est-à-dire obtenu sans ordonnance. Ouais. Bon, on garde ça. Il me dit, bah ouais, c'est évident, t'as raison. Un produit avec un risque, pourquoi pas? Et donc, avec lui, on met en place la procédure pour obtenir, entre guillemets, le délistage. Ce qui fait qu'il fallait demander à l'agence de médicaments, bien sûr, mais il fallait demander comment dirais-je, aux organismes un peu officiels, type Académie de pharmacie, Académie de médecine, etc. Donc il y avait tout un circuit. Incidemment, tout le monde était contre, en particulier l'Académie de médecine, parce qu'évidemment, c'était sans prescription, ça n'arrangeait pas les médecins. Oui. Ouais. Et les pharmaciens, ils n'étaient pas très pour parce que ça allait leur tomber dessus, c'était eux qui allaient avoir à distribuer, etc. Donc, il y en a qui voulaient pas perdre leurs patients et d'autres qui voulaient pas avoir trop de clients. Quoi. Voilà. Mais ils voulaient pas trop s'en occuper. Puis en plus, c'était un domaine qu'ils comprenaient pas, qui était un peu politiquement incorrect. Ils avaient pas envie de s'en mêler. Okay. Mais finalement, Joël Ménard, il se débrouille et on arrive à avoir le statut d'automédication, donc de délisté. Et c'est le ministre Kouchner qui l'a signé. Et donc finalement, on obtient notre AMM, mais avec du retard, on a perdu 6 mois parce que la procédure faisait que l'agence ne donnait pas notre AMM parce que ils attendaient qu'on sache s'il serait avec ou sans prescription. Okay. Et donc on a lancé le produit en France en juin 1999. Et il y a eu des choses qui sont passées. Tout s'est mal passé. Tout s'est mal passé d'abord parce que toi, à ce moment-là, juste quand ça se lance, t'es soulagé, tu te dis mon produit, il va enfin sortir. Déjà, je suis quand même soulagé, il y a une autorisation de mise sur le marché. Ouais. Mais quelque part, moi, je suis pas un homme de marketing, je savais pas trop vendre. Donc, je me dis, je vais jamais y arriver tout seul. Donc, je vais voir un certain nombre de partenaires possibles, de distributeurs. Et en particulier, je tombe sur une boîte pharmaceutique qui s'appelle Bezin, qui me dit, ah oui, on va vous le vendre, c'est très bien, etc. Sauf que Bezin, ce qui l'intéressait, c'était de vendre ses propres produits en prescription. Et ils acceptaient mal de penser que le produit pourrait être sans prescription. Donc, bon, ok, on confie à Bezin le produit. L'objectif, c'est que vous avez mis un produit sur le marché. On a l'autorisation sur le marché, on donne un distributeur. Voilà. Et il nous donne, il a un prix de transfert et il nous donne une royalty sur la... Et en fait, tout se passe mal, c'est-à-dire que la première chose, c'est que le produit, il est donc délisté. Donc, il y a les boîtes de produits délistés ne correspondent pas aux boîtes qu'on met sur le marché. Donc, ça c'est mon été août 1999. Et concrètement, tu as des boîtes avec des symboles. Il y a un cadre rouge. Ouais. Il y a un cadre rouge dans les médicaments. Ouais. Voilà, médicaments sur prescription. Ok. Et dans les boîtes. Et donc, les pharmaciens. Pas de cadre rouge parce que délisté. Voilà. Ok. Et les pharmaciens, qui étaient quand même pas très aidants, disent, ah bah non, on peut pas le délivrer parce qu'il a la cadre rouge, et vos boîtes elles ont un cadre rouge, on peut pas le délister. Ce qui fait qu'au milieu du mois d'août, j'ai un appel de l'agence de médicaments, et ils me disent, on va être désolé, mais vous allez faire un retrait de lot, parce que vous pouvez pas laisser des boîtes qui sont pas conformes, il faut les retirer. Retrait de lot, on était 5 dans la boîte, même pas, on était 3, 4. Avec des dizaines de milliers de boîtes. Alors, il y avait pas mal de milliers de boîtes. Bezin, vous fout. Démerdez-vous. Et heureusement, on avait anticipé le truc. On a anticipé le truc parce qu'on avait fait fabriquer suffisamment de boîtes sans les cadres rouges. Ça, on avait bien anticipé, de sorte qu'on peut faire effectivement le retrait et le switch est remplacé immédiatement par la moitié. Enfin, on a eu chaud. Et donc, ça a été... Tout ça au téléphone, en fait. Au téléphone, c'est quand même... Je me souviens que j'étais en vacances, je suis revenu, il fallait quand même aller à l'agence, il fallait discuter, il fallait quand même voir le show. Et puis, donc ça va pas là. Puis, ça s'est mal passé en plus avec Bezin, parce que Bezin, du coup, ils étaient plus du tout intéressés, donc ils faisaient aucune activité, je dirais, promotionnelle. Et finalement, on a dit, puisque comme ça, on va reprendre notre produit. Et là, on est assigné en justice par Bezin, référé d'heure à heure. Ils ont repris ça. Et en fait, finalement, ils ont perdu leur référé. Mais donc, on a fait tout ça dans une boîte qui avait, 5 personnes, pas beaucoup de moyens.
Et on y est arrivé. C'est dingue de dire qu'Assin est capable de passer d'une molécule à une pilule du lendemain sans sur le marché, quoi. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que moi, j'ai eu l'aide de beaucoup. Il y avait une diaspora de Roussel. C'était très intéressant. Ouais. Il y avait beaucoup de gens de Roussel-Clave qui étaient partis à la retraite, etc. Puis ils avaient fait des plans de départ anticipés. Ouais. Et il y avait plein de gens qui essayaient de me vendre des on peut t'aider, tout ce que tu veux, à partir de tout ce qui a été la fabrication, tout ce qui a été le sourcing de l'Yvonne Enregistrel. J'ai été énormément aidé par des gens qui sont aidés, on va faire ça. Et c'était vraiment bien. Et donc, mais bon, quand même, sur ce plan, je me souviens très bien, il fallait écrire le dossier, je sais, parce qu'avec la fille qui s'occupait des enregistrements, Nadine Vincent, Ouais. on était assis sur la moquette par terre en train de faire des reliures, en train de coller des agrafes. On faisait tout. Hein, on faisait tout. Ouais. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est l'histoire. Et puis effectivement là Pour récupérer du bon produit. Donc d'abord pour dans les veaux, ça s'est quand même très bien passé en ce sens qu'une fois qu'on a eu l'AMM en France, on a fait l'AMM en Europe. Ouais. Et le produit il a pu se vendre et c'était un très grand succès commercial. Bravo. Est-ce qu'il y a une différence entre ta vie de chez Roussel et ta vie d'entrepreneur? Complète. Chez Roussel, j'avais quand même le luxe, il y avait des gens, j'avais une secrétaire, mais c'était un autre monde. C'était une autre période. Comment tu t'es senti dans cette nouvelle vie, c'était ton nouveau métier en fait. C'était mon nouveau métier, oui. Là, j'étais entrepreneur. J'aimais bien. Moi, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, je peux dire. Ouais, ça me gêne pas du tout de faire faire des reliures, etc. S'il faut, je le fais. Oui, c'était dur. C'était surtout, en fait, je pense que là où les gens se rendent pas compte, c'est le stress. Parce que, d'abord, quand tu commences à grandir en tout cas, même quand il y a 5 personnes, faut les payer à la fin du mois. Donc déjà, faut quand même que tu aies l'argent à la caisse. Ouais. Et ça, c'est très angoissant. Je veux dire, une entreprise. Oui, il fallait que l'argent rentre. Donc tu découvres ce que c'est qu'un besoin de fonds de roulement. Sur le terrain, une trésorerie. Donc et là, heureusement j'avais Henri Monod sur le dos qui me disait la trésorerie, etc. Vous savez qu'on peut couler une boîte sur la trésorerie là. Moi je dis ok, mais bon, j'ai ce que je peux. Puis c'est vrai quand par exemple on a 6 mois de retard sur l'AMM, c'est énorme. Trésorerie, il faut tenir. Donc je veux dire, oui. Donc c'est vraiment extrêmement angoissant. Donc j'ai passé beaucoup d'années d'angoisse. L'angoisse aussi sur mon Levo, c'est que il y a quand même de la compétition qui a commencé à se réveiller. Donc il fallait être sûr qu'on n'allait pas se faire dégager du marché. Ouais. Il y a eu des problèmes de brevets. Enfin, on a tout eu. Mais comment t'as géré ces angoisses, ces difficultés? Comment tu les surmontes? J'ai surmonté. Tu fonces? Ouais, je fonce. Ouais, je fonçais. Tu fais problème-solution. Ouais. Et le chose, je te racontais, hein, la chose la plus terrible, c'est que c'est les problèmes, tu les vois la nuit. Quand tu dors pas, tu vois les problèmes qui sont magnifiés dans la nuit. Tu dis, comment je vais faire, etc., etc. Mais en même temps, tu réfléchis. Et donc, c'est très angoissant, mais on trouve les solutions. Donc voilà, ça a été, et puis en fait, donc, Ashera s'est développé par d'autres produits. Ouais. Puisqu'en fait, Ashera j'avais voulu faire aussi développer des produits en cancéro que Roussel n'avait pas développé. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait le faire. Donc, on a développé un produit qui s'appelle l'Isodrène, qui est un produit qui est toujours sur le marché, qui sert à traitement de certains cancers de la surrénale. Donc ça, on a fait ça. Et la force, en fait, en tant qu'entrepreneur et docteur, c'est que tu voyais des besoins de patients et tu étais capable de voir comment on pouvait y pallier. Le fait d'être médecin, c'est hyper important. C'est extraordinaire. Parce que tu vois les problèmes et tu vois les besoins. Et ça, pour moi, ça a été toujours un film conducteur. Et donc, en fait, à ma question, qu'est-ce qui te drive, finalement, la réponse? C'est être médecin et de soigner les gens. Et en fait, que ce soit pour l'avortement, mettre un produit abortif sur le marché, ou que ce soit mettre une pilule le lendemain, ou que ce soit mettre un produit dans le cancer de la surrénale, on soigne les gens. Et donc, on apporte un bénéfice. Okay. Et c'est en ça que ça m'a toujours drivé. Finalement, tu as vendu Ashera. Et c'est quoi les... Ashera, oui, donc bon, c'est développé, c'est très bien. On a fait une deuxième génération de contraceptifs d'urgence, Ella One.
Tout ça, ça s'est très bien développé. Alors, sur mon plan personnel, c'est qu'à partir de 2009, moi, j'en avais marre de dire, ça faisait 13 ans que j'avais Achéra, j'en pouvais plus. Mais j'avais une très bonne numéro 2, Erin Guéner, et on a convenu ensemble qu'elle prenait les rênes de la société, c'est-à-dire qu'elle est devenue le CEO, et moi, je suis devenu le président de la société. On avait préparé longtemps le coup à l'avance avec Erin, parce que moi, je voulais pas non plus faire je me sentais assez vite dépassé. Tu veux pas lui donner la patate chaude non plus? Non. Et je voulais donc, on a préparé 2 ans à l'avance. Elle a fait en plus l'INSEAD pour être bien prête. Et je dirais, on n'a pas fait les choses comme ça à la dernière minute. Et donc, elle a pris les rênes de la société en 2009 jusqu'à 2016. C'est elle qui a été la patronne. C'est pas toujours bien passé entre elle et moi, en ce sens que on n'était pas toujours d'accord sur les choix des produits, mais c'est normal. Je veux dire, bon, mais on avait besoin de ça, tu vois, oui. Mais je l'ai quand même laissé la bride sur le coup, parce que je pense qu'elle était là, c'était son boulot, c'était sa boîte. Et donc ça a été sur le plan opérationnel. Ensuite, en 2010, moi, j'ai souhaité faire entrer des investisseurs. Parce que je pensais que depuis trop longtemps, on était entre circuits fermés, etc., etc. Et donc, on a eu un investisseur américain, c'est Riverside, qui est rentré dans la boîte. Alors ça, c'est aussi une histoire un peu curieuse, parce qu'ils ont apporté une vingtaine de millions d'euros qui étaient destinés à ce qu'on puisse acheter des produits. D'accord. Ben, on n'a jamais acheté de produits. Parce qu'on trouvait pas, qu'on n'était pas d'accord sur ce qu'il fallait, etc. Donc, on les avait dans la caisse. Henri était moyennement content parce que bon, on avait fait rentrer un investisseur qu'on ne savait pas ses sous, non, enfin bon, mais bon. Mais quelque part, ça nous a ouvert un peu l'horizon, ça nous a permis d'avoir une vision beaucoup plus internationale, etc. Et puis, vers 2013, moi, j'ai commencé à dire bon, il faut que on change tout ça. Et la première idée a été de mettre Achéra en bourse. Donc, on a commencé à regarder un petit peu les banques qui pourraient nous aider, etc. Et là, je me suis rendu compte que c'était un boulot de dingue, que j'assistais à des réunions, il y avait 50 avocats dans une salle. C'était des trucs absolument invraisemblables. Et surtout, ce qui m'embêtait, c'est que le management team, l'équipe de management, il s'occupait de ça, mais il travaillait pas. Il travaillait pas sur le business. Et moi, ça m'embêtait. Ça, c'était vraiment, je dirais, pour moi, c'était important que les gens, ils passent pas leur temps à s'occuper de la bourse, mais qu'il fallait aussi s'occuper du business. Et puis, finalement, tout à fait par hasard, j'ai eu une offre d'un investisseur qui était Astorg, qui était en connexion avec Goldman Sachs, et ils nous ont fait une offre sur le rachat de la société. Et bon, ça s'est passé de façon assez difficile parce que là, pour le coup, les actionnaires n'étaient pas tous d'accord. Enfin, tout le monde, bon, et en particulier le management, il voulait aller en bourse. Il considérait qu'on aurait eu beaucoup plus d'argent si on était en bourse, etc. Ça s'est difficilement passé. Ça a été une mauvaise période pour moi, mais finalement, ça s'est passé. Et donc, on a vendu la société. Et Astorg m'a demandé de réinvestir dans la société. C'est-à-dire que je m'a demandé de remettre une certaine quantité d'argent pour reprendre des parts dans la société. Ah. Marque de confiance important. Parce que les parts pour qu'il y ait un pouvoir stratégique. Ouais, parce qu'il considérait que j'étais quand même à l'origine de la boîte et il considérait le fait que je sois là comme quelque part c'était une marque de confiance. C'est-à-dire en gros, je me barrais pas en leur disant démerdez-vous. Donc j'étais dedans. Donc en fait, jusqu'en 2016, j'étais le président du board, le chairman. À partir de 2016, je suis resté dans le board, mais je n'étais plus le chairman. Donc j'étais un des membres du board, mais j'étais un investisseur minoritaire dans Achéra. Alors là, bon, la société elle a complètement changé d'activité, c'est-à-dire qu'elle a gardé ses activités santé féminine, mais les nouveaux patrons voulaient en faire une société qui serait plus justement l'idée utilities, produits sans prescription, etc. Et là, donc, ils ont fait un truc, ils ont racheté Compid. Ouais. Sinon, on a acheté Compid mondialement. Ça, je l'avais pas. Oui. Et donc, ça a développé, c'est vrai que la société a explosé. Et donc, ça s'est
très bien passé. Ils étaient super contents, tout se passait bien, toujours bien passé. Et en 2000, en avril 2023, ils ont vendu la boîte à Berigo, qui a racheté tout. Et là, moi, je suis sorti, je suis plus, là, c'est fini là-dessus. je suis plus du tout dans la boîte. C'est qu'est-ce qui se passait il y a un an. Voilà. Ok. Donc ça, c'est mon histoire Ashera. Alors, si je continue, je peux continuer un tout petit peu avant de venir à l'histoire actuelle. En parallèle de ça, on revient en 2008-2009. Moi, je voulais reprendre le RE 436 et le mifepristone. Mais je voulais les reprendre dans Ashera. Et le management board, et en particulier Erin, m'a fait remarquer, si tu mets le RE 436 dans Ashera Pharma, tu peux oublier tout investisseur américain. Et c'était vrai. Pour la même raison, pour la même raison que l'investisseur américain n'aurait jamais investi une boîte qui faisait de l'avortement. Okay. Donc, j'ai été tout à fait d'accord. Et donc, j'ai créé en parallèle une autre boîte, Line Pharma, destinée à développer le RE 486, là où j'estimais qu'il n'avait pas été développé ou mal développé. Il manquait encore pour toi quelque chose sur il manquait plein de choses. Alors, ce que je n'ai pas raconté pour le 486, pour faire le bridge avec mon départ de Roussel, le produit, il était toujours chez Roussel en 96, ça fait rien. Et puis, en fin 96, alors que moi, je commençais à travailler chez Ashera, le typac, Edouard Sakis, le patron de Roussel, me dit, vous ne vouliez pas réfléchir à une société qui aurait le RE 486? Bah, je dis oui, mais comment? Bon. Il me dit, oui, mais faites-moi le business plan. Je lui fais le business plan. Puis j'entends plus parler. Jusqu'à ce que je vois dans les journaux en avril ou en mai 97, une nouvelle société qui s'appelle Aventis. Ouais. Donc, Euxt, Marin Roussel et Roussel, oui, a décidé de sortir le RE 486 pour faire le deal et l'a donné à son patron, à Edouard Sakis, qui est parti avec le produit, ils m'ont tout donné, et il est parti avec, et il a créé tout. Et il a créé, donc, ils ont créé pour lui, parce que il n'était pas capable de le faire tout seul, ils ont créé pour lui Excelgine, qui a récupéré toutes les ventes du RE406, qui ont pu faire un enregistrement européen. Et puis voilà. Et en fait, Excelgine, ça a été une cash machine pendant presque 10 ans. Et en 2005, oui, Sakis, que je voyais régulièrement, en plus, il m'a dit, je vais vendre. Ok. Alors, je lui ai dit, ah bon, c'est intéressant. Et j'en ai parlé à Raimono, je dis, moi, je pense que ça serait intéressant de le racheter. Et on a fait une offre à la banque qui s'occupait. Et on a fait une offre, je me dis un chiffre, on a fait l'offre de 5 millions d'euros. Ce que je pensais ne valait pas plus, parce que moi, je savais que je pouvais faire un générique du RE486 qui était hors brevet. Et la banque, le banquier, m'a rigolé au nez. m'a dit, mais vous plaisantez. J'ai une offre, monsieur Human, j'ai une offre à 6 fois ça. Alors, je savais d'où venait l'offre, j'avais aucun doute. Et je dis, là, je ne vais pas m'aligner, je peux rien faire. Et donc, en fait, c'est Nordic qui a racheté Excelgine, Nordic appartenant à monsieur Paulsen, qui est un riche financier danois, qui possède une autre société qui s'appelle Fering, et qui possède Nordic. Et effectivement, Nordic a racheté Excelgine. Excellent. Donc, j'avais essayé de voir Paulsen en disant, mais bon, ok, vous avez racheté, mais maintenant, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Puis ça a débouché sur rien. Il y avait toujours cette idée, en fait, de... Ouais, mais moi, je pensais qu'il y avait quelque chose à faire, ce produit. Et puis, bon, voyant qu'on ne pouvait rien, j'ai donc, avec Line Pharma, que j'avais donc créé à ce moment-là, on s'est dit, on va faire le produit avec le dosage qui me paraît le mieux, dans les conditions qui me paraissent le mieux, et de toute façon, il est hors brevet, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, on y va. Et on obtient l'autorisation de mise sur marché pour une nouvelle mifepristone en 2011, donc qui était à Line Pharma, etc. Là, ça s'est très très mal passé avec Nordic, parce que Nordic a commencé à nous faire des procès, etc., etc. C'était alors on fait un droit quand même. Bien sûr, ils ont emmerdé un max.
Ce qui fait qu'un jour, je suis allé voir Paulsen Mm. et je lui ai dit, écoutez, moi j'en ai marre de vos histoires, vous me cassez ma baraque, etc., etc. Écoutez, si vous voulez, je vous vends Line Pharma. Mais parfait. Et il m'a racheté Line Pharma. T'as racheté la Pharma. Mais en même temps, ce qu'on avait fait avant qu'il rachète Line Pharma, on avait eu le temps de faire le développement en Australie, où il n'y avait pas mifepristone. Donc on a été le premier. Et en plus, on avait le temps de faire le développement au Canada, qui n'est pas la mifepristone. Et donc, en fait, on a vendu Line Pharma à Paulsen en lui disant, en plus, vous avez dans le panier de la mariée, vous avez l'Australie et le Canada, et on a le développement au Japon en cours. Et donc, ils ont racheté tout ça. Et plus, le Japon, ils ont continué le développement, et ils ont eu la même l'année dernière. C'est excellent. Où est-ce qu'on a développé ces qualités d'entrepreneur et de businessman? Je sais pas. J'ai appris sur le tas, hein. Sur le tas. J'ai appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. C'est marrant Donc voilà toute l'histoire. T'as toute l'histoire. Extraordinaire. Et aujourd'hui, c'était... Alors aujourd'hui, donc en fait, quand je suis sorti quand Astor m'a racheté, j'ai quand même pu réaliser un certain nombre de parts. Ouais. Et j'ai créé 2 choses, même 3 en fait. J'ai créé d'une part un petit family office, enfin un petit, pas si petit que ça, qui est dirigé par une de mes amies depuis des années et qui fait du capital développement et qui investit dans ce nombre de boîtes qui ont besoin, je dirais, de ce format de se développer. Et ça, c'est moi dans le domaine de la santé, mais pas que. Et on en parlait au tout début, pourquoi là, t'aurais pu prendre ta retraite? Complètement. Pas envie. Mais j'avais pas envie. J'avais pas envie. J'ai encore des par choses à faire. J'ai encore des choses à faire. Donc, j'ai créé ce petit family office qui s'appelle Semag Invest, qui va bien, hein, qui se développe. Et deuxièmement, j'ai créé une autre société qui était une société initialement de conseil pharma. Et je me suis rendu compte très vite que le conseil pharma, c'était pas ma tasse de thé. J'avais pas envie de faire du conseil pour d'autres boîtes, ça m'intéressait pas. Et donc, je me suis dit, on va transformer la boîte de conseil en un laboratoire pharmaceutique. Et donc, j'ai créé Semag-Care. Extraordinaire. Donc voilà. Et Semag-Care est un laboratoire pharmaceutique qui se développe actuellement. Alors, pour l'instant, je suis en phase d'investissement. Donc, c'est l'âge des molécules. En fait, j'en ai. On a des produits. On a des molécules et des dispositifs. Donc, Semag-Care, c'est une société qui se développe dans la santé féminine essentiellement, mais pas que. Et pour laquelle je suis investisseur. Je suis un investisseur unique. Et on compte bien récupérer notre investissement, je dirais, d'ici 2-3 ans. Donc, ça se développe. Et puis, la troisième chose que j'ai créé, on a fait un petit fonds de dotation qui permet de soutenir un certain nombre d'activités, je dirais, à titre social, humanitaire, essentiellement en France. Je pense qu'il y a beaucoup de besoins en France, mais on en a fait un petit peu en Afrique. Donc, voilà. Donc, voilà ma carrière. Un parcours un peu long, mais bon. Oui, en même temps, c'est un beau parcours. Comment, on a parlé un peu de l'industrie pharmaceutique et dans ton livre, tu dis que c'est une industrie qui a fait parfois beaucoup trop gros bénéfices et je sais pas si tu parles de puissance, comment tu vois cette industrie pharmaceutique et comment tu la vois évoluer? C'est compliqué pour moi. Alors, je dirais l'industrie pharmaceutique a le meilleur et le pire. Je dirais, c'est une industrie, donc c'est obligatoire qu'elle gagne de l'argent. Ça, je pense qu'il y a absolument, on est dans une société capitaliste, il faut gagner de l'argent, et ça, je pense qu'il n'y a pas à rougir. Ouais. Je dirais, la deuxième chose, c'est que quand on regarde l'histoire des médicaments, l'industrie pharmaceutique, elle a fait des choses extraordinaires. Elle a mis sur le marché des produits extraordinaires. Bon, je parle pas du Eric 126, je pense que c'est un peu d'extraordinaire, mais je dirais même un produit qui a été développé, en fait, découvert par Hoechst, qui s'appelle le Lasix furosémide. C'est un produit qui a sauvé mais des millions de gens, qui continuent d'ailleurs à le sauver. Donc je dirais, et c'est un produit de l'industrie pharmaceutique. Et puis il y en a plein d'autres comme ça. Donc je dirais, l'industrie pharmaceutique, elle a rendu énormément de bénéfices, énormément de gens. Là où les choses commencent à mal tourner, à mon avis, c'est la financiarisation de l'industrie pharmaceutique. C'est vrai qu'à partir du moment où il faut que des retours sur investissement soient multipliés par 10 ou 20, là, pour le coup, on arrive à des prix qui sont insupportables. Et donc, je dirais, je pense que ce qui est choquant, c'est que l'industrie peut développer des produits extrêmement innovants,
extrêmement innovants, mais à des prix qui sont inacceptables pour je dirais les États. Je ne parle pas des gens, je parle pas des États. Et qui vont limiter l'impact des produits en fait. Ben oui. Et donc là, moi je pense que c'est, je dirais, inqualifiable. Alors, bien entendu, comme toujours, les médias, les réseaux sociaux racontent n'importe quoi. Je veux dire, l'industrie, elle a développé des vaccins. Je dirais, vaccin contre le Covid, on était bien content qu'il soit là. Contre la grippe, on est assez content. Alors, quand on entend effectivement les laboratoires vont se gaver, etc., bah oui, c'est normal. Mais je dirais, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. D'accord, ouais. Donc voilà un peu ma position. C'est peut-être un symptôme de plus général de ce gros biais capitalistique d'entreprises qui étaient censées un peu être au service, mais qui deviennent plus au service de leurs propres capitaux que... Et puis, il y a d'autres points. Je veux dire, c'est vrai que, par exemple, en France, pour moi, c'est un drame, si la recherche pharmaceutique en France est si faible, c'est qu'elle a été longtemps protégée par des produits sans intérêt remboursés. Donc, pourquoi se casser? Je veux dire, alors que on a perdu du temps là-dessus. Quand tu vas aux États-Unis, c'est pas pareil. Donc, je dirais que bon, encore une fois, il y a le meilleur et le pire. Et on peut pas tout casser. Je veux dire. Et pour moi, je pense que l'industrie pharmaceutique, elle est nécessaire et qu'effectivement, il faut qu'elle fasse du profit. Ça, je pense qu'il y a absolument rien à dire. Mais il faut qu'elle fasse un profit raisonnable. On est d'accord. Comment tu vois la médecine qui est en train, j'ai l'impression, quand je parle à des internes en médecine aujourd'hui, que ça évolue. On parle de surprescription, on parle de médecine un peu plus holistique, où en fait on va juste dire aux gens, bah, faites plus de sport et mangez mieux. Qu'est-ce que tu penses comment tu vois la médecine évoluer? D'abord, je me rends compte que par rapport à ce que moi j'ai appris, c'est pas la même médecine. Moi, quand j'ai fait mes études et que j'ai exercé, l'IRM, elle est juste arrivée. Donc, on était en Corse, sur la radio, c'était classique, etc., etc. Donc, déjà, je n'ai pas vraiment connu, enfin, ou à la marge, la médecine, l'imagerie actuelle. Je vois pas du PET scan, des trucs comme ça. Donc, je pense déjà, sur le plan purement diagnostic, etc., la médecine a complètement changé. Alors, on s'étonne toujours, on dit, on n'est pas examiné, les gens, on les examine pas, etc. Mais c'est quand même vrai que pourquoi examiner les gens si on leur fait une IRM, rien de tout. Je veux dire, je pense pas qu'on manque beaucoup à ne pas écouter de cœur. Donc ça, c'est, je dirais, un point qui me paraît évident. Alors, deuxièmement, ton premier point, c'est de me dire qu'en fait, il y a des nouveaux outils et qu'il y a un diagnostic beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Oui. Je veux dire, c'est pas la peine de passer son temps à faire de la stéménologie fine, etc. On aura tout de suite le diagnostic. Donc, je pense que ça, c'est important. Bon, deuxièmement, c'est sûr que sur le plan thérapeutique, les choses ont beaucoup changé. Alors, pas tellement sur le quotidien, mais sur les maladies rares, c'est évident. Et surtout, on est en train d'assister à des changements absolument incroyables. Je lis le New England Journal of Medicine toutes les semaines. Je suis halluciné des progrès thérapeutiques, essentiellement en cancéro, mais c'est hallucinant. Il suffit de prendre le dernier numéro de cette semaine sur, je procédais sur les triglycérides, sur cancer du poumon, petites cellules. Je veux dire, c'est hallucinant. Donc ça, c'est des choses qui changent. Ouais. Alors le problème, c'est que comme toujours, il y a une espèce de dichotomie entre médecine qui est extrêmement évoluée, etc., etc., puis le commun des mortels. Bah, je pense en effet, et surtout en France, on n'a aucune politique de prévention. Ouais. C'est sûr que... Ouais, j'ai vu un chiffre, un Français sur deux est en surpoids. Mais oui, mais il n'y a pas qu'un Français sur deux. Hein, ouais. Mais je veux dire, c'est ça. Oui, je pense que il n'y a pas vraiment de politique de prévention. Et quelque part, c'est là, c'est un vrai problème. Je veux dire, nos habitudes de vie sont en fait, moi je trouve ça fou qu'on soit d'un côté capable de guérir des cancers et que de l'autre côté on est la sédentarité, la malbouffe, c'est ça qui... Mais alors, c'est encore plus extraordinaire quand même. C'est que on vend du coca, on vend des sodas, les gens deviennent obèses, mais heureusement, et c'est ça qui est quand même frappant, on sort des produits, notamment par les GLP-1 agonistes, Ozempic, qui sont très coûteux,
et qui vont permettre de traiter ça. Donc, on a une espèce de cercle vicieux. Bon, je sais pas si tu as vu, il y avait une pièce de théâtre qui était Knock. Oui, Knock qui créait des maladies. Je veux dire, quelque part, on pourrait dire l'obésité, on la crée et on la traite. Donc c'est vrai qu'on rentre dans un cercle. C'est pas les mêmes industries. Il y en a qui font de l'argent. Non, c'est pas les mêmes industries, mais en gros, rendant malade et d'autres qui se font de l'argent. Elles se retrouvent en bourse. Donc je veux dire, les dividendes sont servis par l'une ou par l'autre. On est d'accord. Non, mais c'est ça qui est quand même très frappant. Alors, et puis, sur l'industrie pharmaceutique, c'est peut-être ce que je comprends de la crainte entre guillemets des gens qui vont pas avoir confiance en se disant en fait c'est des industries qui ont tout à gagner à ce qu'on soit malade. Ben oui. Et c'est des paroles que j'ai déjà entendues et en fait c'est vrai. Mais c'est faux. C'est complètement biaisé et c'est pas faux du tout. C'est pas faux du tout. Alors voilà, ça parle de l'obésité. Encore une fois, c'est pas l'industrie pharmaceutique qui a créé le Covid, contrairement à ce qu'on raconte. Et donc c'est pas elle. Et je pense que ils ont été capables de sortir un vaccin efficace, etc. Alors oui, certes, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais bon. Et c'est un peu vrai sur l'industrie. Enfin, genre, je voyais une comparaison, et c'est pas une très bonne comparaison, mais ce côté, une industrie pharmaceutique qui a le but de guérir des patients, mais en fait, qui se fait plus d'argent, qui gagne à avoir de plus en plus de malades, un peu comme une industrie de la défense qui gagne à avoir plus de guerres. Comment est-ce qu'on règle ce problème un peu inhérent à se dire, c'est pas normal, en fait, qu'une entreprise dont la mission est de soigner gagne plus d'argent quand on a plus de malades, quoi. Comment tu sors de ce cercle un peu vicieux? Je pense que c'est difficile de sortir de ce cercle. En fait. Mais néanmoins, il peut y avoir quand même, justement, au niveau gouvernemental, supra-gouvernemental, un certain nombre de règles. Oui, qui peuvent limiter. Je pense qu'il peut y avoir quand même des moyens de réglementer. Je pense également le problème des brevets est un problème. Je veux dire, l'industrie aussi, elle bénéficie des brevets. Je veux dire, le jour où les brevets tombent, et puis lui, il s'écroule. Je veux dire, seulement en démarge et tout. C'est vrai. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les Olympiques, ils l'ont breveté en 10 ans, mais quand il tombera, il tombera. Donc voilà. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en considération. Bon, je veux dire, encore une fois, moi, ce qui me frappe, c'est plus aussi l'absence totale, oui, de prévention, d'éducation éthique. Je pense même, par exemple, au niveau des coûts de santé. Il y a des réservoirs d'économie sans changer quoi que ce soit. Je veux dire, la qualité des soins en France, je prends la France, qui sont même majeurs. Je veux dire, il suffirait déjà de regarder un tout petit peu l'argent qu'on dépense à faire de l'imagerie pour rien. Ou les examens pour rien. J'en parlais avec ma copine sur le cancer du sein. Et qui expliquait en fait que finalement, c'est pas forcément du tout une bonne idée de faire des radios à toutes les femmes. C'est même au contraire très négatif. Ça crée du stress, ça crée plein de choses. Alors que c'était une étude qui prouvait qu'en fait, un dépistage massif avec des radios était moins efficace qu'un dépistage de la palpation. Comme tu dis, un gain économique gigantesque. Par exemple, le fric que dépense la Sécurité sociale pour le dépistage du cancer de la prostate avec les phosphatacines. C'est une honte. C'est une honte. Je veux dire, mais il n'y a aucun contrôle, la Sécu, elle rembourse, alors que les guidelines sont précis à ce sujet. Donc voilà, bon, c'est ça qu'on peut dire. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui sort d'études, que ce soit un médecin, un ingénieur, quelqu'un qui sort du bac? Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais d'abord que, fais ce que tu veux, ce qui te plaît. Et 2, tu peux être sûr que, logiquement, à la fin de ta vie, tu feras pas avec quoi tu as commencé. Ça, pour moi, c'est une évidence. Je veux dire, on va changer de métier. Moi, j'ai changé de métier, je veux dire, de facto. Oui. Et je pense qu'il il faut changer, il faut accepter, et que c'est, au contraire, c'est ce qui fait la richesse de la vie. C'est dire, on fait des choses nouvelles, etc. Et après, il faut pas avoir d'idées préconçues et de peur et de s'auto-censurer. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai une dernière question. C'était celle de l'humanité. C'est lié à la crise écologique. Je sais pas si t'es sensible à ce sujet, mais comment tu vois notre civilisation, notre société je dirais à plus long terme, parce qu'on sait ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer dans les 50 prochaines années, mais comment... On sait ce qui va se passer dans les 50 prochaines années? On sait pas, mais on connaît les crises écologiques, on connaît
ce monde capitaliste qui s'enlise en fait, enfin s'enlise, accélère, et les problèmes avec les réseaux sociaux, on a des problèmes de santé mentale. Enfin, il y a beaucoup de choses qui dégringolent nos systèmes de santé à nous. Tu disais les hôpitaux, tout ça, on sait que ça dégringole, mais du coup, ça crée une prise de conscience à côté. Ouais. Qui est en train de se dire, en fait, on a fait beaucoup de conneries. On boit du coca tous les jours. On a fait beaucoup de conneries. Qu'est-ce qui D'abord, qu'est-ce qui va il y a un peser dans truc la qui balance? s'appelle, je crois, la loi de Schumpeter, c'est-à-dire qu'il faut détruire pour pouvoir reconstruire. Ah ouais, Bon, donc ça, c'est, je pense que c'est nécessaire. Ok. Deuxièmement, moi, je sais pas ce qui va se passer dans les 50 prochaines années, j'en sais rien, mais mais on peut aussi être optimiste, se dire, alors si on prend par exemple l'histoire du réchauffement climatique, peut-être, je me trompe peut-être, mais peut-être que la technologie fera que on va trouver des solutions. Ouais. Je sais rien. Mais... Bon. Moi, ce qui me frappe, ce qui me semble une évidence, c'est que l'homme, il reste toujours l'homme. C'est-à-dire qu'en gros, depuis l'Antiquité, il a progressé, il a fait plein de progrès technologiques, etc. Ouais. N'empêche qu'il reste l'homme avec les mêmes problèmes, la même jalousie, la même envie, et c'est ça qui est frappant. C'est qu'en gros, ça changera pas. Mais je vois pas que la même envie d'avoir toujours plus. On a plus de confort qu'on a c'est le même désir de puissance, etc. Ouais, sauf à inventer des produits qui permettraient de, je sais pas, de bloquer la testostérone. Moi, j'ai vu une bande dessinée de Luz à ce sujet. Mais je vois pas que ça change. Tu vois mal. C'était un peu le sens de ma question. Tu me vois mal à dire, ok, on a réalisé en fait qu'on en veut toujours plus et que c'est pas bon pour nous. Parce que moi, quand je vois mes parents, ils me parlaient de la société de consommation comme quelque chose de lambda, en fait. C'est voilà, on consomme, et c'est pas bien, c'est pas bien, c'est normal. Et je trouve que, enfin, c'est peut-être mon milieu déjà bourbarisé, mais on se dit, ok, la consommation, en fait, c'est pas bon pour grand chose. On surconsomme des choses qui n'ont aucun intérêt, ça détruit, ça prend des ressources qui n'ont pas d'intérêt, et donc, moi, j'ai une espèce de petit espace de dire, en fait, là, on est en train de réaliser que ce que tu viens de décrire, justement, on en veut toujours plus, on est toujours jaloux, peut-être qu'on est en train de trop changer, ou justement, comme tu dis, l'homme reste toujours l'homme, et ça... Sauf s'il y a une modification génétique, c'est impossible. Comme dans le meilleur des mondes, c'est pas forcément souhaitable, je pense. Je suis pas sûr que ce soit souhaitable, et je les sens pas comme ça. Et alors, il peut aussi y avoir, moi je sais rien, dans un domaine mais peut-être un peu long, un peu court, je sais pas, mutation génétique qui fait qu'il y a une surespèce qui apparaît, qui va faire tout le monde. Mais sur 200 ans, pas sûr, peut-être sur 2000 ans, peut-être, ou 10 000 ans. Mais oui. Mais voilà, mais je crois beaucoup au progrès. Ouais. Et ça serait peut-être une dernière question, comment tu définis le progrès, alors? Je crois beaucoup alors, moi, je crois au progrès technologique. Hein. Je crois pas beaucoup au progrès humain. C'est ce qu'on disait. Mais je pense, je crois qu'on peut qu'on trouvera un certain nombre de technologies, quelles qu'elles soient, qui permettront quand même de résoudre un certain nombre de problèmes. On parle du réchauffement, etc. Et permettre à l'humanité de progresser et de survivre. Pour répondre à ça. Ouais, trouver des solutions. Je pense qu'on les trouvera. Alors évidemment, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on les trouvera facilement, est-ce qu'on les trouvera à des coûts acceptables, parce que c'est quand même vrai que là ça retombe sur l'homme. C'est frappant de voir la scission entre les riches et les pauvres dans le monde entier. Hein, je veux dire, c'est extrêmement frappant. Et donc là, c'est là où je ne sais pas si l'homme sera capable de s'amender suffisamment. Merci André. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment 10 minutes. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça nous donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!